Nous sommes lundi 17 juillet 2017 au Cameroun. C'est pratiquement la même date au niveau du monde entier. Le programme, c'est Tour d'Horizon, une émission des dinosaures de l'information. C'est la première production de cette semaine. Ils seront encore là ce matin pour commenter, pour analyser, pour décrypter. Ils sont en poste, ces dinosaures de l'information, qui parleront de cette actualité, d'une actualité au Cameroun, mais également de plusieurs autres à l'échelle internationale. De lundi à lundi, Vision 4 émet à partir de Yaoundé. On dira particulièrement bonjour ce matin à l'équipe Vision 4 RCA, République centrafricaine, qui s'apprête à vivre un grand moment en fin de semaine du côté de Bangui. Nous sommes de tout cœur avec ses collègues à partir de Bangui. Les informations que nous avons en notre possession font état de ce que Vision 4 Bangui émet désormais 5 sur 5 et arrose tout le territoire centrafricain. Bravo au président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga. Marcel Ouna, bonjour. Bonjour Parfait, ici bonjour à Francis Bonga et bonjour également à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder donc ce matin. Je voudrais à votre suite donc dire également bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Bangui, la capitale centrafricaine, dire bonjour à ceux qui nous regardent depuis le Congo-Brazzaville et pourquoi pas avoir une pensée pour une dame qui nous regarde depuis Paris, pas une dame mais plutôt deux dames qui nous regardent toutes les deux depuis Paris. Il s'agit de Florence Amayeni Noni-Ida et puis bien sûr Valérie Ntida qui nous regarde justement ce matin. Bonjour à vous du côté de Paris. Bien des choses donc à Florence Amayeni, c'était à l'époque le directeur général adjoint du groupe L'Anecdote. Elle se retrouve en ce moment de l'autre côté. On dira naturellement aussi bonjour à Val-des-Val, Valérie Ntida, du côté de Paris pour le bureau Vision 4 en direct de la capitale française. Francis Bonga est en poste. Francis, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour également à Ernest Obama. J'espère qu'il va nous rejoindre dans un instant. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique, Parfait, à tous nos parents, ceux notamment avec qui nous avons passé le week-end, parce qu'il faut le dire, nous avons été en famille tout ce week-end. Je voudrais donc saluer la grande élite du canton Bembe et Lumbe. C'est dans l'arrondissement de Bout-Macaque. Je les ai revus ce week-end et c'est toujours avec un plaisir. Ils étaient nombreux. Le commissaire Konagouet, le commissaire Bébé Maï, Pierre Nouga, ils étaient nombreux comme ça, qui étaient à ce mariage de ma sœur qui a convolé en juste noces. Je voudrais également parfois ici saluer un patriarche. Son nom c'est Ngouem Lissom, dont le fils est désormais notre beau-fils. Et donc je voudrais dire un bonjour sympathique à tout ce beau monde ce matin. Je voudrais également ce matin parfois ici, pas m'indigner, mais être un tout petit peu surpris par les réactions de quelqu'un pour qui j'ai jusqu'ici beaucoup de respect. Vous vous en doutez bien qu'il s'agit d'un professeur. C'était un brillant invité hier sur le club d'élite. Le prof Kouvondor, je ne le connaissais pas comme ça. Je ne savais pas qu'il pouvait garder par devers lui ce qu'il est convenu d'appeler des secrets. Oui, parce qu'il était à la réunion de Conakry. Pour une fois, le prof Kouvondor, je l'ai écouté d'hier, qui ne dira à personne ce qui s'est passé dans la salle. On ne le connaissait pas comme ça. J'ai été très surpris. J'ai regardé l'émission, j'ai dit, mais attends. Je vais vous faire comprendre que beaucoup ont rejoint Tombia. Je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Lorsque je vous posais la question la semaine dernière concernant Bel Joseph Antoine Bell, comment on appelle Joseph Antoine Bell, voilà. Vous-même, vous étiez en train de tout. Oui, jusqu'à présent, je ne suis pas en train de. Jusqu'à présent, je n'accuse pas forcément le professeur Kouvondor. Je voudrais vous dire qu'à l'université de Ngaoundéré, non seulement les professeurs, mais il semblerait qu'ils soient également chef de la cellule informatique, chef service informatique. Et que là-bas, dans son service, les gens gagnent des marchés et c'est lui qui attribue. Mais on vous dit que lui-même ne sait jamais attribuer un carton depuis qu'il est là, depuis près de 21 ans. Donc c'est un monsieur que je voudrais présenter comme un monsieur incorruptible. Mais maintenant... Vous le soupçonnez? Je ne le soupçonne mais pas. Mais votre problème, c'est à quel niveau? Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'il
est devenu si ambigu dans ses réactions. Le professeur Kouvondo, c'est celui-là même qui, quand il va à une réunion à Zurich, quand il revient, il vous fait le compte rendu minute by minute, accompagné des sentences et tout ce que vous imaginez. Alors, qu'il nous dise qu'il était à Conakry, mais qu'il ne nous dira pas ce qui se dit dans la salle. Moi, je trouve ça... Puisque les autres ont refusé d'aller à Conakry. Oui, les autres ont refusé pour de bonnes raisons. Lui, il y est allé. Vous avez pratiqué la politique de la chaise vide. Lui, il y est allé, l'a-t-il dit lui-même, pour de bonnes raisons. Il pense qu'il faut aller quand on vous invite, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'accepter l'objet de l'invitation ou alors de corroborer les propos de l'objet de l'invitation. Donc moi, je suis quand même un peu surpris par ce mutisme du professeur Kouvondo sur la question de Conakry. J'espère qu'il a de bonnes raisons et que d'ici 1, 2, 3, 4 semaines, on aura toute la vérité sur cette affaire. Nous espérons tous. Ernest Obama est également en poste. Bonjour Ernest. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour Francis Bonga. Toutes mes excuses pour le petit retard, je ne me sens pas très bien. Les téléspectateurs ne savaient pas que tu étais en retard. Hein? C'est pour vous que je m'excuse. Auprès de vous, autant pour moi. Non seulement je ne me sens pas bien, mais on est un tout petit peu bousculé. Je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchés par des cas de décès ce week-end. On pense notamment à ce vendredi noir de Koussiri qui a emporté plusieurs vies. On pense également à cet accident, ce qui est présenté officiellement comme un accident, donc des éléments du bataillon d'intervention rapide qui sont donc noyés du côté de Dibunja. Et nous sommes de tout cœur avec l'armée camerounaise et on espère que elle sera toujours forte comme par le passé. Marcel Ouna, nous marquons d'abord un tout petit arrêt sur ces événements entre guillemets qui accablent le Cameroun depuis un certain temps. Nous avons connu le décès jusque-là trouble de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Au moment où nous parlions encore de ce décès, on a connu ce gendarme qui a perdu la maîtrise et a criblé de balles ses camarades, y compris son chef, tout un chef d'escadron, en la personne du capitaine Ondoa, du côté de Koussiri, 4 morts sur le champ. Au moment où nous parlions encore, c'est le BIR qui s'invite à cette folle actualité avec tout un bateau qui a chaviré dans les eaux camerounaises avec pratiquement 27 personnes jusque-là portées disparues. On parle de tout un colonel également porté disparu qui était dans ce bateau, le colonel Moussa, commandant en second de l'unité Delta à Bakassi pour ce qui est du BIR. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Les anglophones ont l'habitude de dire, ils ont une pensée, mes frères anglophones, ils ont l'habitude de dire never put a mark where God has put a period. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous interrogez pas sur le temps et les choix de Dieu. Donc c'est le temps et le choix des dieux. Quand Dieu décide de vous enlever votre fils, qu'est-ce que vous allez faire? Si Dieu décide que cela arrive au Cameroun. Mettez cela sur le coup de la divinité. Non, c'est la divine volonté. Hein. Donc, je préfère ne pas trop vouloir parler de ça. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses et pourquoi il choisit tel moment pour le faire. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce qui s'est passé du côté de Koussiri, c'est pas la première fois au Cameroun. Il me semble que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était exactement en 2002, dans des circonstances pareilles. Ernest Obama, vous mettez également cela sur le coup de la divinité? Bon, écoutez, pour le moment, la version officielle parle d'un accident parfait ici et on doit avoir un peu de mesure et se contenter de cette version officielle-là, puisque pour le moment, Vision 4 n'a pas encore envoyé d'éléments sur le terrain, à moins que vous ne l'ayez fait à mon insu, qui pourrait nous donner une version autre. Il y a des spéculations autour, certains qui estiment que ce n'est pas un accident, que ça peut être considéré comme un acte de sabotage. Pour le moment, les faits du bateau du BIR. Tout à fait. Les faits tels que présentés par le gouvernement à travers ce communiqué qui a été signé du ministre de la Défense, M. Betty Assomo, c'était un accident.
les enquêtes pourront peut-être déterminer les causes de l'accident et on en saura un peu plus. Si l'accident en question a été, on peut avoir des éléments d'un meurtre ou d'un assassinat ou bien d'une tentative de sabotage, on en saura un peu plus après les enquêtes. Mais pour ce qui est des Koussiri, il y a deux versions qui se chevauchent. La première, celle qui a d'abord été, qui a arrosé la toile, au point où la toile était même complètement noyée, c'est celle relative à un crime passionnel, parce qu'on nous disait que le jeune homme en question avait découvert que son commandant allait avec sa petite amie. Mais la deuxième version qui est plus présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux parle plutôt d'une sorte de ras-le-bol de ce jeune homme qui s'est rendu compte que toutes les faveurs qu'il demandait à son patron ne lui accordait pas. Et en plus, son patron n'avait pas digéré le fait qu'il soit allé voir un supérieur hiérarchique pour un problème qu'il lui avait, notamment pour une demande qu'il a refusée à ces jeunes hommes-là. Et puis, il a chassé selon ce qui est relayé sur les réseaux sociaux avec son âme. Vous savez, quand l'être humain est poussé à son dernier retranchement, c'est-à-dire qu'il y a des frustrations, il a parlé de la garde également. 30 jours de garde. 30 jours de garde, en dehors du fait qu'il n'avait même pas de moyens pour aller se faire soigner parce que, semble-t-il, il était malade. Je préfère ne pas indiquer la maladie en question parce qu'elle également, certains dans les réseaux sociaux parlent de cette maladie, de quoi il est malade puisqu'il n'est pas encore mort. Et quand on regarde le physique et même l'état civil de ce jeune homme, et qu'on se rend, si c'est vraiment vrai que c'est de cette maladie dont il souffre, autant pour moi, on peut comprendre son degré de frustration, parce qu'on ne peut pas être autant paré par autant d'atouts sur le plan naturel et ne pas pouvoir en jouir sensuellement. Ça devient un réel problème. Donc, on ne peut qu'attendre les résultats officiels. On espère que, autant il a été assez rapide pour le cas du BIR, que le ministre de la Défense, pourquoi pas le responsable de l'armée camerounaise en charge de la communication, qui nous diront réellement ce qui s'est passé à Koussiri. Mais nous sommes de tout cœur avec les familles qui sont endeuillées. Nous sommes de tout cœur. Le commandant qui a été tué, peut-être qu'il voulait simplement appliquer la rigueur militaire pour forger le mental de ce soldat qui lui a arraché sa vie. Peut-être que le soldat aussi est le bol de certains subalternes qui subissent au quotidien les frustrations de leurs supérieurs hiérarchiques dans l'armée camerounaise. L'enquête seule, officielle, nous dira ce qui s'est réellement passé. L'enquête seule nous dira réellement ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai quand même vu une des gendarmettes qui a été froidement abattue. Et j'ai dit quelle perte. Parce que Dieu avait vraiment été généreux à son endroit. Donc, quand parfait ici, regarde les corps, au lieu de pleurer, il cherche la générosité de Dieu. Non, Ernest, voilà pourquoi j'ai encore plus pleuré quand j'ai vu cette dame étalée au sol. Parce que sur Facebook, certains font un travail. Attends, Martial, certains font un travail formidable. On nous a présenté la photo où elle était en camouflage, en tenue. Oui. Non, couchée déjà, abattue, en tenue. Oui. Maintenant, on a posté une autre photo où un portrait, elle était habillée en civil, et tout. Mais c'est une gendarmette très jolie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, quelle perte. Pourquoi ce gendarme a fait cela? Entre-temps également, lorsqu'on vous dit qu'on abat tout un capitaine dans notre armée, c'est suffisamment grave. Le capitaine Ondoa, il y a également eu d'autres qui ont été abattus. En fait, Ernest Obama, si j'étais panéliste, je poserais 2 grilles d'analyse ce matin. Ah oui, donc d'abord, votre place de panéliste. Mais moi, ce qui me heurte dans cette histoire, c'est la froideur, le courage de ces jeunes hommes et qui relate. Il n'a que 23 ans. Qui relate lui-même des faits comme c'était une histoire ordinaire où on allait dans une cuisine, on a pris un morceau de poisson, on est ressorti.
Il dit, je suis parti, je suis allé dans la salle de garde, j'ai pris une arme. Avec 6 chargeurs. En mode rafale, j'ai tiré, je suis allé derrière, j'ai tiré, j'ai poursuivi un de mes collègues qui a dit pardon, je me marie en novembre. Lui-même, il relate tout cela. Et dans tout ça, il n'y a même pas eu un moment d'humanité dans son esprit. Parce que quand on tire sur quelqu'un et qu'on voit les jets de sang, on peut quand même être heurté et s'arrêter. Il continue, il poursuit. Mais le plus important, c'est qu'après avoir tué 4 personnes, je crois que c'est 4 si je ne me trompe pas, 4 personnes, dans ce brouillard sanguinaire, on peut être emporté et essayer de donner la mort par peur de représailles. Mais lui, il reste lucide, il se livre même comme si de rien n'était. Et quand on écoute le témoignage qui a été fait, je rapporte que c'était je suppose que c'était un procès verbal d'audition. Mais le bonhomme, il a tous ses sens. Ce monsieur est normal. Et tout laisse croire que cet acte a été prémédité. Mais comment on fait? Parce que nous aussi, il peut arriver que tu aies une bagarre avec un ami et qu'un seul coup de poing, quand tu vois le sang, tu t'arrêtes et tues une personne, une deuxième, une troisième. Bon, peut-être qu'on nous dira que la formation militaire permet qu'on ait un moral dur de faire, de sorte que même si on voit le sang, ça ne vous dit absolument rien. Mais disons que ces gars, j'ai l'impression qu'il est dénué de tout humanisme. C'est-à-dire qu'en arriver là, à tuer des gens comme ça, et rester froid soi-même, il n'a coulé aucune. Je ne sais même pas si la pleurer après. Moi, je pense que logiquement, je demanderais si ce monsieur est traduit au tribunal militaire. Et il sera traduit. Que les audiences de ce monsieur soient diffusées même en direct. Il sera traduit. Parce que ça, je ne comprends pas. On n'arrive pas à expliquer. On vous a compris. Je voulais dire qu'en réalité, les commentaires que nous allons poser, comme nous n'avons pas encore les résultats d'enquête, tout ce que nous faisons là, ce sont des commentaires. Première chose, il faut comprendre comment on entre maintenant dans l'armée camerounaise. Je pense que c'est un problème fondamental. Qui entre dans l'armée camerounaise? Ernest Obamou venant des familles, vous allez vous en rendre compte que lorsqu'un enfant est turbulent, il ne peut plus aller à l'école, l'école a dépassé, c'est un bandit, il vole dans les maisons voisines du quartier, c'est lui. On dit non, vraiment, il faut le mettre dans l'armée, Donc, ce sont les résidus que l'on envoie dans l'armée, des récalcitrants. Et j'ai la faiblesse de croire que si vous aviez été braqueur lorsque vous étiez dans la vie civile, je ne sais pas si c'est au sein de l'armée que vous allez changer. J'ai même l'impression que ce serait plus dangereux parce qu'au moins vous pouvez apporter une arme sans plus avoir peur. Et maintenant, on ne sait pas ce que vous pouvez faire avec cette arme. Ça, c'est pour moi le premier point de vue. Le deuxième point de vue, et je serais d'accord quelque part avec Ernest Obama, reconnaissons que par moments, certains chefs dans notre armée exagèrent. Il faut le dire. Lorsque vous êtes lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant, colonel, général, vous prenez les subalternes comme étant des papiers hygiéniques après usage. À un moment donné également, le ras-le-bol peut passer par là. C'est-à-dire, le subalterne se dit que vraiment, moi je n'ai vraiment plus rien à gagner. Mieux j'ai fini avec ce monsieur, j'en ai marre. Et il faut voir certains regradés, ils torturent les femmes de leurs subalternes, il faut le dire. Et le subalterne n'a pas le droit de broncher, parce qu'on va te dire honneur et fidélité. Comme c'est honneur et fidélité dans l'armée, c'est résumé, c'est que tu peux aller avec ma femme, tu peux aller avec ceci, et moi je ne peux pas parler. Donc, certains chefs dans notre armée doivent également essayer de comprendre qu'il faut faire très attention. Honneur et fidélité ne veut pas dire torture, humiliation, esclavage. Mais parfait, peut-être que Marcel va m'excuser de reprendre la parole avant lui, mais ce que vous dites est pertinent et c'est vérifiable. Vous verrez dans les familles, on vous dit que non, le gars n'est pas bon à l'école, on attend juste qu'il ait le BPC pour qu'on lui trouve une place dans l'armée. Ah oui. Et le terme a été très bien choisi. C'est vrai qu'il y a certains qui y vont par vocation, qui aiment l'armée, qui entrent à l'EMIA parce qu'ils aiment. Mais là, pour la majorité, on a quand même l'impression que certains y vont parce qu'ils n'ont rien trouvé ailleurs. C'est comme les bonbons pasteurs. Mais au-delà, il y a un autre aspect qui me semble assez grave dans cette histoire-là. Souvenez-vous, il y a 6 mois ou bien 1 an, M. Bonga avait reçu ici un jeune soldat, je crois qu'il était du billet. Il avait narré cette histoire ici. On l'a déshabillé finalement. Hein. On l'a finalement déshabillé. Pourquoi ce garçon est au quartier? Il est au quartier simplement parce que son supérieur hiérarchique l'a envoyé au village avec son épouse. Son épouse lui a fait des avances.
Et le gazon a estimé que je ne peux pas aller avec la femme de mon patron. Et comme ça se passe souvent, la femme s'est retournée pour être la première à accuser le jeune homme que le jeune homme lui a fait des avances. Et le patron Kouroussé a entamé une sorte de torture, revenge, je ne vais pas appeler ça revenge porn, mais military revenge contre le bonhomme. Il avait 8 camions avec un seau de 10 litres. Tu laves 10 camions avec un seau de 10 litres parfait ici. Gardez ce gars, torture sur torture. Et M. Bonga nous apprend que ce garçon est aujourd'hui au quartier. On l'a finalement déshabillé. On l'a finalement déshabillé. Lorsque vous avez dans ce genre de frustration dans l'armée, qu'est-ce que ça peut causer? Est-ce qu'on a pris la peine de l'écouter? Est-ce qu'on a pris la peine? Le simple fait aujourd'hui pour un jeune homme qui est militaire, qui a suivi une formation, qui est prêt à se battre, à mourir pour le pays, le simple fait d'être à Kousseri, c'est déjà quelque chose, c'est un honneur pour lui d'accepter même. Parce qu'on sait qu'il y a certains qui se battent pour les affectent en Bankomo, à Yaoundé, à Douala. Dès qu'on dit qu'on t'affecte à Mora, c'est un problème. Mais ce garçon était là-bas. Ces nombreuses frustrations, je ne sais pas dans la mer camerounaise s'il y a eu au moins une cellule psychologique ou une cellule d'écoute pour écouter le soldat. Parce que si les soldats régulièrement sont victimes de ces frustrations-là, des situations comme celle qu'on a vécues à Kousseri peuvent arriver et se multiplier plus tard. D'accord. Martial voulait intervenir depuis. Martial, vous avez la parole. Oui, je voulais dire une chose. Heureusement que vous êtes revenu là-dessus. Je voulais évoquer le cas que M. Bong avait raconté sur ce plateau. Je voulais vous dire, et je voulais également corriger tout à l'heure quand j'ai dit, c'est la deuxième fois, c'était pas en 2002, c'était à l'époque de M. Amadou Aïdjo, je crois. Amadou Aïdjo? Oui, c'était à l'époque de M. Amadou Aïdjo où un soldat, toujours dans la gendarmerie, a posé un acte pareil. C'est-à-dire, et il subissait toutes les frustrations du monde. On avait arrêté son salaire, sa solde. On lui donnait des gardes, punitions. Des punitions. Il ne pouvait pas avancer au niveau des grades. Il n'en pouvait plus. Et puis un soir, pendant que M. Aïdjo, le président devait visiter, je ne sais pas si c'était l'inauguration du palais, il y avait une cérémonie où le président Aïdjo devait le faire. Et dans la salle, je crois que c'était dans la salle où les gendarmes dormaient, la garde, ça s'appelait comment à l'époque, la garde républicaine. Dans la salle où ils dormaient. Le jeune homme s'est réveillé la nuit. Il a pris les armes de tous ses frères, de tous ses collègues, toutes les armes et tous les chargeurs. Et il s'est assis sur la porte. Il a dit, j'en ai marre. Il a tiré une rafale en l'air. Tous ses collègues se sont réveillés. Quand ils se sont réveillés, il a commencé à les abattre un à un. Les autres sont calmés, ils sont rendus les mains en l'air. Il avait tout un stock de chargeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. À une certaine heure, parce que c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire-là hier, à une certaine heure, on a demandé qu'on lui apporte à manger. On lui a amené à manger. Et celui qui est venu à manger, avant qu'il ne tourne le dos pour le parti, il l'a abattu. Il a dit, je sais que ça n'est terminé pour moi, mais au moins ça servira de leçon dans ces pays. Non. On peut aujourd'hui poser, parce que quand je disais qu'il ne veut pas parler de l'affaire du Bir, du naufrage de tout un bateau, parce que c'est des choses de Dieu. Mais là, pour ce qui s'agit de Kousseri, il ne s'agit pas d'une histoire de Dieu, il s'agit d'une histoire d'homme. Quand on est sur un terrain de guerre, monsieur ici, première chose, vous subissez déjà une certaine pression psychologique. Et qui plus est, lorsque vous allez vers votre hiérarchie pour lui soumettre un problème, votre hiérarchie vous répond avec le pistolet qu'on a acheté avec l'argent de Martial Rwanda. J'étais très surpris, de Martial Rwanda. Puisqu'on a appris que c'est le capitaine qui a d'abord pris son revolver en intimant l'ordre de sortir de son bureau. Je dis bien, vous avez un élément. On peut en vouloir à ce garçon aujourd'hui. Mais je voulais poser une question à nous tous, à notre Personne ne peut encourager son acte. Peut-on seulement inverser les rôles et se dire que c'est ce jeune ce Nyamangolo, ce jeune débutant, il était encore élève gendarme qui était à la place de son chef et qu'il faisait cela à son chef au nom d'un certain poste de pouvoir. Et c'est pour cela qu'il faut reconvoquer ce que M. Thiro m'a dit souvent. Ce que vous faites à quelqu'un quand vous êtes en position de force, un autre vous le fera quand vous serez en position de faiblesse. On peut s'interroger sur l'acte, la préméditation.
parce que l'acte est prémédité, parce qu'au-delà de 3 pas, nous nous renseignent les uns les autres, ça veut dire qu'on a déjà pensé son acte. Mais si c'était un geste simultané, on ne lui en voudrait pas. On peut lui en vouloir parce que il a pris ses 2 pieds, il allait jusqu'à la salle de garde, il allait prendre une AK-44, il a pris des chargeurs et il est revenu au total. Ça veut dire qu'il était déjà en position de guerre. Mais je vais vous dire une chose parfaite ici. Pour ceux qui suivent cette histoire sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que 80% des personnes qui commentent cette affaire sont d'accord avec l'acte que le jeune homme a posé. Et moi, j'étais hier avec un gradé de l'armée camerounaise qui me dit, quand on lit ces réactions, on se rend compte qu'en fait, ce sont des soldats qui commentent. Qui expriment leur ras-le-bol. Qui expriment leur ras-le-bol et qui soutiennent en fait leurs camarades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un malaise entre le haut commandement et les subalternes. Les hommes de rang. Voilà, les hommes de rang, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et les hommes de rang. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Faut-il qu'un autre drame comme celui-là se produise? Parce que lorsque quelqu'un commente du genre, merci gars, tu as exprimé nos véritables frustrations. Merci Martial. J'ai posé avec une personne qui était en formation avec ce bonhomme. Il a été formé à Djoum. Par la suite, il a continué la formation au niveau de la gendarmerie. Le gars m'a fait un très bon témoignage de ce garçon. Il me disait qu'il ne savait même pas d'abord que le garçon en parlait. C'était un garçon calme, un garçon qui faisait tout ce qu'on leur demandait de faire. Mais si je peux avoir un autre problème quand même avec le bonhomme, l'élève gendarme, même si on redit, parce qu'en fait il devait apporter gendarme, mais à cause de tous ces problèmes, on a encore bloqué son galon. Voilà pourquoi il est toujours élève gendarme. Peut-être s'il a trouvé que c'était le capitaine qui était le principal responsable de ces malheurs, peut-être qu'il pouvait tuer le capitaine s'il estime que c'est la solution. Mais pourquoi il avait aussi besoin de tuer les autres personnes? C'est-à-dire que les 2 gendarmettes et même la femme qui vendait au foyer. Et c'est là je me dis que bon, j'ai l'impression qu'il avait perdu la boule. Mais s'il y a également quelqu'un à féliciter dans cette histoire, Francis Bonga, c'est quand même le commissaire du côté de Koussiri, parce que quand le bonhomme a commis ses forfaits, il s'est dirigé au commissariat. Non pas pour se rendre, c'est parce qu'il y avait une fille qui s'était enfuie et s'est cachée. Il a demandé qu'on lui remette cette fille. Il veut finir avec cette fille. Les policiers lui ont dit non, bonhomme, calmez-vous. Et je pense que le commissaire et les autres ont fait usage de beaucoup de tact. Et là, cependant, vous ne vous rendez pas compte de quelqu'un qui vient d'abattre froidement 4 personnes. Il y a quelques secondes. Tu les encourages? Non, je les encourage. Non, je comprends ce que je veux dire. Je pense que Bodon doit être même abattu. Non, on ne doit pas négocier avec si on pointait une arme sur lui, ça devait être la catastrophe. Si on vous dit que il a 6 chargeurs, il allait arroser tout le monde. Donc moi je dis, j'apprécie le tact du commissaire et des policiers qui ont pu parler à ce monsieur avec cette arme en main. Le commissaire lui a dit, remets-moi cette arme. Remets-moi cette arme. Il lui a parlé, il a regardé dans les yeux. Et le bonhomme a pris l'arme, il l'a remis au commissaire. Donc vraiment, chapeau. Ouais, Francis. Alors, mais disons que c'est une situation très compliquée. On a envie de penser que l'acte a été prémédité. Prémédité pourquoi? Ce monsieur, vous savez, il y a dans l'armée, ils ont leur jargon. On dit souvent que c'est quand on a verrouillé la cible qu'on appuie sur la gâchette. Or, lui, il n'avait pas qu'une seule cible. Et ça se justifie. Il prend 6 chargeurs pour quoi faire? Ça veut dire qu'il a des comptes à régler à plusieurs personnes. Ce monsieur aurait bien pu aller charger son PA, s'il en avait, et venir finir avec le capitaine, tout simplement. Mais il prend 6 chargeurs. Ça veut dire qu'il a dans sa tête un nombre de personnes qu'il doit battre. La preuve, c'est que quand quelqu'un réussit à s'échapper, il va chercher la personne, malgré tous les risques que cela comporte. Parce que quand tu parles de ton unité, de la gendarmerie pour aller au commissariat, parce que tu veux quelqu'un que tu vas battre, ça veut dire qu'il en voulait à toutes ces personnes. Je crois qu'il a même d'ailleurs justifié. Si on dit que les 2 secrétaires étaient complices, étaient de connivence, les 2 gendarmettes étaient ses classes, mais qui ne lui ont jamais dit qu'on avait déjà transmis sa lettre, soit de ci ou de ça. Donc je crois que le monsieur avait organisé ça dans sa tête. Mais maintenant, comment arrive-t-on à avoir une telle attitude?
Comment arrive-t-on à avoir un sang-froid? Vous nous faites le témoignage de sa classe, qui vous dit que c'est un gars qui ne parlait pas. Il était très calme. Alors, il faut faire très attention. Je crois qu'on va revenir à ces proverbes qu'on nous brandit souvent. Le calme est la plus profonde. Et que, oui, quand vous voyez quelqu'un de très calme, quelqu'un qui n'agit pas à chaque, j'allais dire, à chaque injure, il faut faire attention à ce genre de personnes. Et moi, ça revient à ce qu'on a souvent dit. Est-ce qu'il y a encore les enquêtes de moralité quand on veut recruter dans notre armée? Est-ce qu'on peut nous convaincre par des éléments fiables et factuels que ce gars, avant qu'il n'intègre l'armée, n'a pas commis des forfaits? Est-ce que c'est possible? Alors, si c'est possible qu'on nous le prouve, moi je vous dirais que ce gars a complètement pété les plombs. Parce qu'il ne sait pas à quel moment ça arrive quand quelqu'un devient fou. Il ne sait pas comment ça arrive. Je ne sais pas si c'est un processus où vous pouvez vous lever un matin et vous devenez fou. Et vous pensez dans le cas d'espèce, vous pensez que son avocat peut plaider pour la démence? Pour la démence, il faudrait déjà qu'il ne puisse pas nous écrire une lettre comme celle qu'il a écrite. Parce que si c'est lui qui a vraiment envoyé cette lettre à je ne sais pas trop qui, c'est une lettre qui est suffisamment bien écrite, qui est chronologiquement bien écrite. Il vous raconte une histoire. Quelqu'un qui est dément ne peut pas vous raconter une histoire comme celle-là. C'est une personne qui de temps en temps va se perdre un peu et va vous permettre de comprendre que c'est une personne qu'elle ne comprend pas grand-chose. Okay. Mais je dis, c'est une situation qu'on ne peut pas facilement expliquer. Je crois que, comme ils passeront au tribunal militaire forcément, j'espère qu'on aura les experts de cette audience pour essayer de comprendre effectivement ce qui lui était passé par la tête. Je dois rappeler qu'il est de l'ethnie Bamoun, sans tribali. Oui, j'ai déjà enquêté, c'est dans la déjà. Il est même très proche du sultan, roi de Bamoun. Ce n'est pas un secret parce que j'ai enquêté. Entre-temps, quand même, Ernest Obama, je pense que le tribunal militaire aura du pain sur la planche sur cette affaire. Naturellement que ce garçon sera condamné, mais le tribunal militaire pourra quand même, avant toute chose, comprendre beaucoup de choses. Ouais, ben, je pense qu'il faut entendre tout le monde. Il y a au-delà, quand on dépasse le seuil de l'émotion et qu'on atteint le seuil des questionnements rationnels, il y a des interrogations qui jaillissent d'elles-mêmes. Comment un élève gendarme accède à la salle qui a des armes? Il paraît qu'il allait prendre la guérite. À la guérite, donc comment ils appellent ça? Ils ont leur nom technique. Dans le poste à l'entrée, c'est-à-dire au poste là. Si tu viens à l'entrée, c'est facile. C'est facile. À l'entrée là, il y a des gens qui gardent. Il y a des gens qui sont. Et c'est là, camarade, dont le gars vient. Il s'en accapare d'une arme et de 6 chargeurs. Entre-temps, puisqu'il est dans un état second, parce qu'il faut prendre ce paramètre-là. Si le gars même qui était à la, je peux appeler ça la guérite, lui pose la question, tu vas où avec cet arme? Je pense qu'il serait la première victime. Bon, je n'ai pas de notion en ce qui concerne l'armée. Et je pense d'ailleurs que notre métier nous interdit de pousser parfois une analyse un peu loin lorsqu'on parle de l'armée. Mais ce qu'il faut dire parfait ici, je pense que chaque soldat a son arme. Non, pas tous. Je pense que chaque soldat a une arme qu'il décharge quand ils sont dans un poste. Oui, quand ils sont dans un poste. Oui. En réalité, même pour son cas, il ne peut même pas avoir une arme qui lui est propre. Il décharge une arme quand il est de garde. Oui. C'est pour dire que ceux qui étaient de garde, chacun est supposé avoir son arme. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a eu tuerie. Ce bonhomme aurait pu également entrer dans ce même poste, prendre des armes et les donner à Boko Haram, à un éventuel ennemi. N'est-ce pas? Donc, on peut penser que si on peut entrer aussi facilement dans ce poste de police-là, en prendre des armes avec des munitions pour aller tuer son propre commandant, on peut également entrer, prendre des armes pour aller vendre aux potentiels ennemis. Il y a des questions. Je pense que cette histoire... On peut également s'interroger sur un commandant qui sort son arme devant une personne désarmée. Autant de questions qui se posent. Mais je pense que le réel problème, au-delà de ce qu'on peut appeler un accident, le réel problème est celui de la formation et de l'accès aux forces de l'ordre et même aux forces de défense au Cameroun. Parfois, ici, il n'y a pas 5 ans dans notre pays. Quand quelqu'un est entré dans l'armée, il dit va dans l'armée, c'est rien. Est-ce qu'il y a même la guerre au Cameroun? On est dans un pays de... Plein de gars sont entrés dans l'armée comme ça, ils disent que non, nous sommes dans un pays... Et donc, beaucoup ont démissionné. Lorsque Boko Haram a commencé, beaucoup ont démissionné. Le plus dur maintenant, même les gars qui sortent de l'ennemi avant les affectations, les cœurs battent la chamade, parce que quand on te dit qu'on va t'envoyer à Mora ou à Kolofata, ça devient un problème. Pourtant, pour celui qui est passionné, qui aime
ses métiers, il ira sans problème. Okay. Et c'est pour ça que parfois je suis content quand j'ai rencontré un monsieur à la boulangerie à Copol, parfois ici. Il était baraqué comme ça, il est venu m'a salué, il m'a dit, je viens de Kounoufata, chaque jour quand on est un peu libre, on regarde votre émission. Il était vraiment là, costaud. Il m'a dit, oh, je repars là, je suis venu juste pour 1 ou 2 jours pour voir la famille, je repars. Il parlait avec passion, avec fierté. Il a acheté, il avait 20 pains là qu'il avait acheté. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous permettez que je paye votre pain? Il dit, pourquoi? Il dit, non, ce que vous faites pour nous est inestimable. Incommensurable. J'ai payé votre pain. J'ai payé son pain et il est parti en me remerciant. Voilà un soldat. Mais les autres là au quartier, on dit qu'il y a une messe d'action de grâce parce qu'on a fêté un frère à... Non. Est-ce que l'affectation au nord est un... Parfois ici, si maintenant le PDG dit que bon, il faut déployer une équipe de reportage... non, pas à Bangui, au nord. Moi, je suis allé. Voilà. J'étais à Kolofata, à Kadimatari, à Minawaou, et ainsi de suite. J'étais au front. Non, il ne faut pas. Donc, je pense une médaille? Bon, je ne sais pas si j'ai droit à une médaille, mais je sais que je suis allé au front. La médaille de la force publique. On peut en parler en rien, mais je pense que cette histoire mérite une réflexion profonde. Merci. Hein, on a perdu, pas perdu du temps, mais il fallait un tout petit peu en parler. Il faut parler au chef là. Arrêtez de mettre les enfants de garde pendant 30 jours. La garde est 72 heures dans l'armée. Il faut le dire. Quand vous mettez un enfant de garde pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, succès d'affilée. Et nous n'encourageons pas ce qui est arrivé parfois ici, mais je crois que c'est quand même une leçon pour les chefs qui abusent de leur autorité sur les subalternes. Nous avons raconté plusieurs histoires ici où les gars étaient maltraités. Quand un chef peut te donner 1 million alors que tu es en train d'aller à la mission, te dit arrête-moi ça. On te met en mission. Le petit dont on parle là, oui. Son patron lui avait d'abord donné 1 million. Il dit arrête-moi ça, garde-moi un peu ça. Je suis ta banque. Un enfant qui ne peut pas faire les économies de 30 000. Toi, tu lui donnes 1 million d'arrêter. Il va en mission pour pratiquement 1 mois et demi. Vous comprenez ça? Parce qu'il a refusé, vous le mettez quand même en mission pour 1 jour. Va accompagner mon épouse au village. Mais c'est des tentations. Il faut que les chefs dans notre armée arrêtent de se comporter de cette manière-là aussi. J'espère que les chefs ont compris. Moi, je n'ose même pas parler des filles dans l'armée, parce que là-bas, c'est encore plus compliqué. Les chefs pensent que c'est leur propriété privée. Vraiment. C'est leur cacaoyère. Même si elle est mariée. Ils ne gèrent pas ça à cause soit marié ou pas. Ils te filent d'avoir 3 jours de garde. Pas que parce que... Il faut dire les chefs véreux. Mais nous parlons souvent des chefs véreux. Il y a dans l'armée... Nous connaissons des bons chefs dans l'armée. Des soldats et même les hauts gradés qui se comportent vraiment de manière exemplaire et leurs subalternes en parlent en bien. C'est ça. Et donc ceux-là sont des exemples. Mais très bien. Comme dans chaque corps, il y a des brebis qui s'égarent et qui ne font pas l'honneur du corps en question. Martial Oona, que disent les journaux ce matin au pas de course? Au pas de course, justement, on va commencer avec l'anecdote pour qui enquêter est un risque écrit un devoir qui revient justement sur cette affaire qui a donc frappé l'armée camerounaise, notamment le bataillon d'intervention rapide, le BIR donc, qui a donc vu un de ces bateaux fait donc naufrage du côté de Dibuncha. C'est la grande une du journal qui en parle ce matin. On parle de quelques 34 éléments qui étaient à bord de ce bateau, avec notamment des officiers supérieurs, mais également aussi des civils qui s'y sont retrouvés. Et Cameroun Tribune, parlant de cette actualité-là, parle notamment du chef de l'État qui a donc prescrit une enquête pour faire justement la lumière sur toute cette affaire-là. Mais au-delà de cette enquête-là, le chef d'État donc prescrit une enquête pour faire donc la lumière sur toute cette affaire-là, ce bateau logistique qui était donc là pour aller ravitailler donc un autre dans le cadre des opérations du bataillon d'intervention rapide du côté du BIR. Le Jour en a également fait sa grande une ce matin. Il parle donc de ces drames qui a donc frappé le BIR Delta, en parlant notamment de ce bateau du BIR qui a donc chaviré au large de Limbé. On parle de plusieurs morts qui ont été enregistrés donc, ainsi que de plusieurs militaires qui sont actuellement portés disparus. Mais
qui sont actuellement portés disparus. Le journal parle également aussi de ce sujet qu'on évoquait tout à l'heure, notamment de ce drame de Kousséri et Mutation qui en parle également dans sa grande une. Nous dresse plutôt le portrait de celui-là qu'ils appellent désormais le boucher de Kousséri. C'est la grande une de Mutation ce matin. Le journal en parle dans sa parution de ce jour quotidien Mutation, d'un quotidien à un autre. Quand on revient sur Cameroun Tribune, qui revient justement sur la coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement, la BAD, dont l'un des principaux responsables donc en séjour au Cameroun. Il a d'ailleurs été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Il séjourne justement au Cameroun à l'invitation du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a d'ailleurs procédé, le président du groupe de la Banque africaine de développement a d'ailleurs procédé dimanche dernier à la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de l'Ompanga à Cameroun Tribune. En fait d'ailleurs tout un dossier de la page 2 à la page 5 pour en parler dans sa parution de ce matin. Le hebdomadaire Le Soir parle également aussi d'argent, mais cette fois-ci des détournements de deniers publics, avec notamment l'affaire Maïtur qui est désormais devant le tribunal criminel spécial. Les premières personnes ont déjà été déférés à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, et on parle notamment de Zambo Amou qui a donc été interpellé vendredi dernier avant d'être déféré du côté de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour un détournement de près de 800 millions de francs CFA. L'ancien directeur de la Maïtur, l'ancien directeur financier de la Maïtur séjourne désormais à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Eux, ils ne sont pas en prison, ils sont en liberté, mais ils ont choisi de s'exprimer dans le cadre de certaines revendications, et c'est sans détour qui en parle notamment de cette élite de la région du Grand Nord qui est en train de produire donc un autre mémorandum du Grand Nord en gestation. Le journal revient justement sur certains extraits de ce document qui est tombé entre les mains de la rédaction de Nestor Ndiatou. On parle notamment, à la différence du mémorandum de 2002, celui-ci est plutôt dirigé non pas contre le chef de l'État, mais contre certaines élites dont les visages sont à découvrir à la une du journal. Donc là, en photo, ces élites sont donc accusées de haute trahison vis-à-vis du peuple donc dans le Grand Nord, des ressortissants donc du Grand Nord. C'est la grande une du journal Sans Détour dans sa parution de ce matin. Un autre journal en kiosque aujourd'hui, c'est plutôt Éco Santé qui revient sur un autre sujet. Le journal revient notamment sur ce qui se passe du côté de l'hôpital de district d'Okola, qui est malheureusement en manque de personnel et d'équipement. Qui est donc en manque de personnel et d'équipement. Elle n'est pas en manque, c'est bien sûr Madame Yvette Yinda, elle n'est pas en manque ni de moyens ni de matériel pour justement développer l'agriculture de seconde génération donc au Cameroun, et elle s'est donc mise sur les traces de Paul Biya à travers la distribution des plants de bananes plantains qui ont donc été organisés par la présidence de la section RDPC de la Sanaga Maritime Est 1, qui montre ainsi sa détermination à donner un coup de fouet à la promotion donc de l'agriculture au Cameroun. Éco Matin quotidien célèbre son 100e numéro. Le journal produit d'ailleurs une édition spéciale en donnant la parole d'ailleurs à certains de ses lecteurs, à certains membres de son équipe de reportage pour justement s'exprimer, ainsi qu'à certains confrères pour justement s'exprimer sur son histoire, son équipe, ainsi que son projet éditorial. Édition spéciale du journal Éco Matin à découvrir donc aujourd'hui, tout comme il est également à découvrir avec Panel Hebdo le portrait du plus jeune général de l'histoire de l'armée camerounaise. Il n'a que 51 ans. Il n'a que 51 ans. Il s'agit de qui? Bitoté André. Le général Bitoté, le plus jeune général de l'histoire de l'armée camerounaise. 51 ans. Oui. Félicitations donc au général Bitoté. On va passer la parole à Francis Bonga pour une histoire épique et bien épicée comme d'habitude qui sera racontée. Francis, au Congo ça de ce matin. Alors c'est ce matin l'histoire d'un mariage qui a pratiquement tourné au vinaigre le week-end dernier. Un mariage qui avait pourtant très bien commencé. Une dame, pour restituer l'histoire telle qu'elle est, alors qu'il était encore bien jeune, avait fait la rencontre d'un jeune homme avec qui elle avait commencé à entretenir
de très bonnes relations. C'était un couple heureux et la femme était tombée enceinte de ce jeune homme. Mais 3 mois après cette grossesse, ils avaient eu une vive querelle qui les a poussés à se séparer avec le père de cet enfant. 2 mois après, alors qu'elle avait déjà 5 mois de grossesse, elle allait au supermarché faire quelques petits achats. Elle est tombée sur un monsieur et le monsieur s'est proposé de l'accompagner où elle allait, de l'accompagner faire les achats d'abord et puis de l'accompagner chez elle par la suite. Et avec ce monsieur s'est tissé une relation beaucoup plus sérieuse qui est allée aboutir au mariage. Donc le monsieur l'a épousée, il a d'ailleurs dit qu'il reconnaîtrait l'enfant qu'elle portait, et c'est ce qui s'est passé. Le monsieur a reconnu cet enfant, et ils se sont mariés par la suite, ils ont élevé cet enfant, 2 autres enfants sont d'ailleurs nés par la suite de cette union, et cet enfant était une fille. Le week-end dernier, elle avait alors ses 27 ans, et elle convolait en juste noces. Sauf que, bien avant, il y a eu une dot, mais seulement cette jeune fille. Apparemment, quand on a voulu venir l'épouser, elle l'a plutôt présenté à sa belle famille, son père géniteur, avec qui, semble-t-il, elle avait tissé les liens quand elle avait un certain âge. Son père géniteur, c'est lui qui a donc reçu la dot de la fille, en complicité avec sa maman, dont le papa qui l'a élevé, qui l'a fait grandir, qui l'a reconnu, a été mis à la touche. Mais comme lui, il travaillait du côté de Douala et qu'il n'était pas sur place à Yaoundé, il ne savait pas qu'une chose comme celle-là s'organisait. C'est pratiquement à 3 semaines du mariage que son épouse lui dit, écoute, comme tu vois là, Sidonie va se marier, le mariage est prévu tel jour. Il voulait bien comprendre. On lui a dit non, c'est bon, le monsieur a dit qu'il va faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Et puis le monsieur est donc venu, comme il était trop pris, il est venu à la mairie, et il arrive à la mairie, on lui souffle quand même que la dot a eu lieu le week-end dernier, et que, bon, maintenant, c'est le mariage. Il a quand même appelé son épouse à l'extérieur pour savoir qu'il en était. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que la dot, il n'a pas été convié à la dot? Qui a fait la liste de la dot et tout ce que vous imaginez? Son épouse lui a dit, laisse, je vais t'expliquer tout ça après le mariage. Le monsieur est entré dans une colère, mais il n'est pas parti. Alors quand l'officier d'état civil est arrivé, les formalités ont commencé. On a demandé naturellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'opposer à ce mariage? Et ce papa a levé le doigt. Il a levé le doigt, il a dit, moi. On dit, est-ce que vous avez de bonnes raisons pour empêcher que ce mariage ait lieu? Oui, il y a de bonnes raisons. Ils n'ont pas rempli la première étape, c'est la dot. Et ma fille n'a pas été dotée. Toute la salle était... Et puis la femme, son épouse, s'élève et dit, non, madame l'officier, la dot a eu lieu, on va régler ça en famille. Il dit, je dis que la dot n'a pas eu lieu. Alors, l'officier dit, est-ce qu'on peut se calmer? On dit, oui, on peut se calmer. Elle reprend donc les actes de mariage pour lire et se convaincre de ce que le monsieur qui parle est effectivement le père de l'enfant. Et on lit bien que c'est lui le père de l'enfant. Il n'y a pas moyen de venir dire ici que non, ce n'est pas lui qui avait mis la grossesse et tout le reste. Et la dame qui présidait cette cérémonie a donc invité les parties à aller s'entendre pour qu'il y ait d'autres, parce que normalement, on respecte ça. Il faut qu'il y ait d'autres avantages aient lieu. Et maintenant, la belle famille qui avait effectivement doté a commencé à crier au remboursement. C'est devenu le scandale. D'aller régler ça au quartier et de revenir quand tout sera au beau fixe. Le mariage n'a pas eu lieu. Donc, finalement, ils se sont retirés. Le monsieur a repris son bus. Il allait à Douala. Il dit qu'il attend de savoir. Le jour qu'on organise encore une cérémonie comme cela, il viendra gâter jusqu'à ce qu'on lui rende compte. Donc, c'est une affaire qui est restée comme ça. La fille ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire. Le monsieur qui a eu la... Le père, il était là, il n'a rien dit. Il disait, mais c'est ma fille, c'est pas toi, c'est pas toi. Est-ce que c'est toi? Donc il était là, il n'avait pas d'argument. Tout ce qu'il savait dire, c'est que c'est sa fille et qu'il doit manger de cette dot. Martial Ona, aujourd'hui on va nous traiter encore de tous les noms d'oiseaux, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même dire que dans ce Congo-ça, les femmes exagèrent? 2 ou 3 grilles de lecture parfaites ici. La première grille de lecture concerne la dame et sa fille. Pourquoi? Parce que voilà une dame qui a été mise enceinte par un irresponsable, par un géniteur,
parce qu'elle très bien, il faut faire la différence entre un géniteur et un père. Elle a rencontré un géniteur et le géniteur a fait son travail. Et il a disparu. Entre-temps, pendant que le géniteur disparaît, elle rencontre un père. Qui est un bon samaritain? Le père, lui, joue donc le rôle de père jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Jusqu'à l'âge de 27 ans. Entre-temps, non, pas avant, jusqu'à l'âge avant 27 ans. Parce que entre-temps, la dame, qui, ma foi, n'a pas pu oublier les moments qu'elle a passés avec ses géniteurs et les sensations fortes qu'elle avait subies pendant que ce géniteur faisait son travail, décide un beau matin de prendre la fille et de l'amener chez ce géniteur. D'aller lui présenter son père. De lui dire, voici ton père. Au nom du fait que, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que cette dame-là continue encore de se faire des choses avec ces géniteurs-là. Le bombardement. Oui, il faut se dire la vérité, qu'elle me pardonne au quartier. Elle continue de le faire. Elle reste donc là, elle continue l'histoire, elle amène la fille et dit non, voici ton vrai père, parce que le mot qu'elle utilise souvent. C'est bonne méchante. Donc celui qui est à la maison là, c'est comme on dit au quartier, c'est le mot. Parce que je peux parler autre chose, c'est que durant tout le mariage, pendant les 27 ans, depuis 27 ans que le mariage dure, cette dame a continué de voir le géniteur. Elle allait le voir, elle se livrait même à lui. Comme de la marchandise. On va aller rapidement, Marcel, on n'a plus de temps. Entre-temps, la jeune fille aujourd'hui, qui ma foi aurait quand même pu se poser une question, parce qu'elle avait été intelligente, elle aurait dit à sa mère, je ne connais pas ce monsieur, voilà mon père là-bas. Et elle revenait, elle disait à son père que papa, maman m'a présenté un monsieur là-bas. Elle me dit que c'est lui qui est mon père. Je lui ai demandé d'aller se faire cuire un œuf. C'est de ça qu'il s'agit. La femme est tellement ingrate, méchante, mesquine et je ne sais pas comment dire ça, elle n'est pas reconnaissante. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Pourquoi? Parce que quand il faut doter la fille, elle a amené de la dot chez le géniteur. Parce qu'il faut se dire la vérité, c'est là-bas qu'elle a amené ça. Mais c'est ça. Elle a amené ça là-bas. Et c'est elle qui a demandé qu'on aille doter là-bas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer quand on demande qu'on aille doter là-bas si elle ne continue pas de se faire du sexe avec ce monsieur? Il faut se poser des questions. Oh là. Il faut se poser des questions. Non, cette femme est une sorcière. Ça, c'est de un. De deux, ce que je vais dire à ce monsieur, moi, si j'ai un conseil à lui donner, je lui dis, man, laisse la malchance la passer. Bon, je vais lui dire. Non, bon, c'est que je me suis un peu emporté. Je vais lui dire, écoute, monsieur, laissez cette malchance-là partir. C'est ça. Parce que cette femme est un sac de poisse. Merci. Laissez-la partir, laissez cette fille-là partir, mais une chose est certaine. Quand Dieu décide d'agir dans ce genre de situation, cette fille ne trouvera aucun bonheur dans ce foyer. Ernest Obama, dans notre tradition bantou, on dit que l'enfant n'est forcément pas celui du géniteur, mais beaucoup plus de celui qui l'a élevé. Et effectivement, ce monsieur a élevé cet enfant déjà au niveau étant dans le ventre, pour parler de manière plus simple, donc au niveau de la grossesse, jusqu'à ce que la fille atteigne 27 ans. C'est ce monsieur qui s'occupait d'elle. Mais le moment venu, on le met à l'écart. Est-ce que vous ne pensez pas que ce monsieur, même de manière spirituelle, métaphysique, peut avoir un peu d'influence sur cet enfant? Il y a un jeune musicien camerounais qu'on appelle Dynastie Lutique qui a chanté, qu'il aurait souhaité, je pense, naître là où on joue au caviar, mais il est né là où on joue au sango. Là on mange le caviar, mais il est né là où on mange plutôt le bifaka. On ne choisit pas sa famille. Mais je pense que le plus important, dès qu'on est, c'est celui qui est là, qui s'occupe de vous. Cette fille a 27 ans. J'imagine qu'elle a été à l'école, que son père, le monsieur qui est venu protester, a dû payer ses études, s'est battu pour qu'elle puisse se soigner, a toujours été là. Quelle idée même, toi la fille, ce problème doit être résolu par la fille. Toi la fille, quand quelqu'un, un bonhomme débarque un beau matin avec une grosse tête pour dire que c'est moi ton père, père de quoi? Non, vraiment, tu es le père de quoi?
J'ai un monsieur qui m'a élevé jusqu'à 27 ans. Tu débarques un matin, tu dis que tu es le père seulement parce que tu as eu une relation intime avec ma mère et que tu serais le principal auteur de la grossesse. Tu penses que tu peux devenir réclamer plus tard. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter ça. Et c'est là que l'histoire de Mario Balotelli nous sert de leçon. Balotelli, ses parents l'ont abandonné. Une autre famille l'a élevé. Maintenant, quand on se rend compte que c'est un riche footballeur, ils veulent repartir. Ils ne veulent même pas les voir. Il est prêt, il voit ses petits frères ses parents ont eu après, mais il ne veut pas voir ses parents. Je pense que chaque enfant doit se comporter comme ça. Mais comme ce que Marcel dit, on a passé à travers jeté par là, est assez important. Je connais quelqu'un, vous le connaissez d'ailleurs, vous donnerez le nom après, qui a rencontré une femme qui était enceinte, l'a fait ici. Je pense que ce monsieur a d'ailleurs travaillé ici, vous devez le connaître. La fille était enceinte 3 mois. Le véritable père, le géniteur, l'enfant qu'elle portait, l'a abandonné, estimant que non, il ne veut pas d'enfant, tout ça. Le monsieur a rencontré la dame, il était amoureux de la dame, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? On garde l'enfant ou je suis prêt à faire ce que tu veux parce que moi je t'aime, je suis prêt à attendre que tu accouches. La fille a dit non, comme l'enfant a gossé à 3 mois, je ne vais pas attendre. Il a attendu. La femme a accouché, ils se sont mis ensemble. Il a payé l'école de la femme. La femme est entrée à l'école de journalisme, mais il est ressorti. Lui-même, il était journaliste, mais il n'a pas fait de formation. Et la femme a pu se trouver un job dans une structure plus sérieuse. C'est maintenant que la femme se rend compte que non, vraiment, tu ne t'habilles pas bien. Non, tu ne vraiment, à mon niveau maintenant, mes collègues se moquent même de moi. Chaque fois que tu veux me voir, vraiment, là, paye au moins tes cheveux. C'est maintenant qu'elle voit tous les défauts. Conséquence, elle a quitté le bonhomme. Le bonhomme est venu me voir. Je vous donnerai le nom, vous le connaissez, quand mon gars, c'est avec qui je parle. Il est venu nous voir et on parlait. Et je lui ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Laisse cette femme partir. Mais tôt ou tard, tu verras. Le temps va faire son temps. Elle sera rattrapée. A-t-on besoin de venir dire à une fille qui a 27 ans que ce monsieur que Parfait ici n'est pas ton père, ou bien que Francis Bonga n'est pas ton père? Ça ne sert à... Elle-même, elle est certaine que le père qu'elle croit être son père, son véritable père. Ah ouais, ça va être bien. Nous tous, nous vivons comme ça. Tu nais, tu as un monsieur qui te lève, que tu appelles papa. Est-ce que tu sais que c'est lui qui est vraiment ton père? Tu peux être là que c'est un Aoussa qui est comme ton père, papa, pas ici. Oh, je ne sais pas trop. Non, il ne ressemble pas comment aux Aoussa. Il ne ressemble pas aux Aoussa. Est-ce que les Aoussa, quand vous voyez quelqu'un, vous savez qui est Aoussa? Non, quand je regarde, c'est que ça, c'est Aoussa. Ok, merci. Ça, sont noirs, ils sont effilés, lancés. Merci à vous. Nous marquons une touche pause et on revient. Je prends la publicité. En attendant, voici je ressemble à un Aoussa. À tout de suite pour la suite. Merci de nous retrouver en direct sur Tour d'Horizon. Nous allons lire quelques messages jusque-là parvenus, tout en rappelant que ce matin, nous allons parler du cinéma au Cameroun, du cinéma camerounais, et nous avons pour prétexte les écrans noirs qui ont au cours en ce moment dans notre République, le Cameroun. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelques problèmes avec ces messages, hein? Nous allons les lire après. Je vous passe tout d'abord la parole, Francis Bonga. De plus en plus, nous parlons du cinéma dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas prendre la parole. Vous demandez à ce que c'est Obama qui parle. Et maintenant, quand Obama parle, vous allez dire qu'Obama parle trop. Voilà. Il est procès. Parlez, monsieur. Okay. Donc, moi, je ne prends pas la parole, moi, ça ne me dérange pas. Nous parlons quelqu'un vient, c'est ça être prêt? Mais parlez donc. Mais je veux parler. Francis Bonga, que pensez-vous du cinéma camerounais? Alors, mais le cinéma camerounais fait du surplace depuis plusieurs années, nous le savons. Et puis, moi, j'ai souvent voulu qu'on nous fasse, que les experts de ce domaine essayent de nous dire la différence qu'il y a entre le cinéma et le théâtre. C'est la première chose, parce que le cinéma renvoie à de la fiction, à des scènes parfois irréelles, à tout ce que vous pouvez imaginer, mais parfois le théâtre se rapproche un peu plus de la réalité. C'est vrai que quand on évolue, on se rend quand même compte que, en fonction qu'on parte du continent africain pour le continent européen ou pour le continent américain,
ça évolue. Parce que, notamment, quand vous regardez comment est-ce que les pays de l'Afrique centrale, et le Cameroun particulièrement, puisqu'il s'agit du cinéma camerounais, comment est-ce que le Cameroun vit son cinéma? Et il faut dire que depuis des années, le cinéma camerounais a connu une petite stabilité. C'est-à-dire que nous sommes partis d'une période où des personnes nous présentaient ce que nous appelions à l'époque les sketchs. Les sketchs, c'est-à-dire c'était des petites scènes qui se déroulaient essentiellement dans des endroits clos, donc généralement les domiciles. On comprend qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas suffisamment de moyens pour qu'on parte des domiciles pour l'extérieur. Ce type de cinéma a perduré, il a évolué. Nous sommes passés d'un cran à un autre type qui voulait qu'on partait désormais des maisons d'habitation pour la ville, où on pouvait même se déployer en voiture, et nous en sommes là jusqu'à présent. Sauf que quand vous regardez un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest, on a comme l'impression que sur ce plan-là, ils sont plus avancés que nous. Qu'est-ce qui fait leur force? Je ne sais pas tout le dire, mais j'ai envie de dire que chez nous, je ne sais pas si c'est parce que, comme on a souvent dit, l'État s'est montré très absent sur ce domaine-là, parce que nous parlions encore récemment de ces salles de cinéma qui n'existent pas, encore même que quand nos salles de cinéma existaient, quel cinéma nous proposait-on? C'était toujours des importations, ce n'était jamais du cinéma local. Et c'est en cela que moi j'ai souvent dit qu'il faut qu'au-delà de ce que l'État peut faire pour ce secteur d'activité, il faut que ceux-mêmes qui sont les experts de ce domaine aient des choses à proposer. Ils n'ont peut-être pas suffisamment de moyens, parce que vous savez, chaque secteur, quand il veut prospérer, a toujours besoin de l'accompagnement de l'État. Mais sur le plan interne, comment est-ce que les cinéastes s'organisent eux-mêmes pour proposer des choses attrayantes, pour proposer à leur public des choses qu'ils peuvent voir, et où est-ce qu'ils peuvent produire cette affaire? Parce qu'il faut également remarquer que quand on regarde la plupart de nos chaînes de télévision, parce qu'il faut vous dire que quand vous avez fini de produire, il faut proposer à un public. Si vous ne passez pas par une chaîne de télévision, il n'est pas très possible que le public sache exactement ce que vous faites. Et donc, il faut un partenariat entre ces experts du cinéma et les chaînes de télévision. C'est la première chose. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut que nos cinéastes aillent à l'école du cinéma pour qu'ils aillent s'approprier l'évolution du cinéma. Je parlais de l'Afrique de l'Ouest tout à l'heure. Aujourd'hui, des personnes s'installent devant certaines chaînes de télévision. Ils y passent toute la journée parce qu'ils regardent des films qui s'enchaînent, du Ghana, du Burkina Faso, qui s'enchaînent. Ils sont montés d'un cran, ils sont en train de rattraper ceux qui font le cinéma depuis plusieurs années et qui ont déjà un certain niveau dans cette affaire. Donc moi je crois quand même que le cinéma camerounais aujourd'hui, s'il se meurt, c'est pour plusieurs raisons. Il y a cette volonté politique qu'on essaie de dénoncer, parce qu'on n'a pas comme l'impression qu'on prend très au sérieux ce secteur d'activité, parce qu'un pays qui prend au sérieux un secteur d'activité fait un effort de donner à ce secteur d'activité un certain nombre d'éléments. On n'a pas de salle de cinéma dans notre pays. Et si on en avait, on aurait donc peut-être plaidé pour qu'il y ait une promotion des films locaux dans ces salles de cinéma pour que le cinéma camerounais prospère comme les autres cinémas. Ernest Obama, Francis fait la comparaison avec certains autres pays africains où le cinéma est bien développé. La preuve en est d'ailleurs qu'au Cameroun, nous consommons ces produits de manière parfois exagérée. Les produits du Burkina Faso en termes cinématographiques, Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Mais au Cameroun, on a l'impression qu'on marque le pas sur place. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Quand Emmanuel Kant écrit les fondements de la métaphysique des mœurs, c'est parce que l'Allemagne de l'époque avait atteint le seuil des impossibilités en ce qui concernait la dépravation des mœurs. Quand les Américains se sont rendus compte que le monde, l'Afrique avait été partagée entre certains pays européens, ils ont mis beaucoup d'argent pour coloniser le monde entier à travers le cinéma. Et on nous laissait alors croire que l'armée américaine était la meilleure au monde. Dans tous les films américains, il y a le concept de happy end qui est né, c'est que l'acteur finit par gagner toujours, et chaque fois on a l'impression que l'Amérique vend sa toute puissance à travers les films.
Il y a l'exemple le plus récent qu'on pourrait prendre. Il y a Francis Bonga a parlé du Nigeria. Mais le cinéma nigérien aujourd'hui est ce qu'il est parce que le gouvernement nigérian a mis beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi un gouvernement met beaucoup d'argent? Parce qu'à travers le cinéma, on vend la culture nigériane. À travers le cinéma, on vend le Nigeria. Aujourd'hui, il y a une chaîne qui diffuse 80% des produits du Nigeria. Il s'agit de Nollywood, je crois que c'est Nollywood. Au Cameroun. Et je pense qu'actuellement, Nollywood est l'une des chaînes les plus regardées au Cameroun. Et ils ont réussi l'espoir. Au départ, le Cameroun était arrosé par des chaînes nigérianes qui diffusaient ces films-là en anglais. Mais avec Nollywood, les films sont traduits en français et sont accessibles à tous. Conséquence, le Cameroun est arrosé par les films qui viennent d'ailleurs. Je vais me sortir du cinéma. Prenons un autre cas. Le football. La Chine s'est rendue compte qu'elle est peut-être une grande puissance mondiale, mais qu'il y a un pan de cette puissance-là qui lui échappe. Le sport. Et parce que dans certains pays, on sait que le sport a une autre dimension aujourd'hui. C'est une dimension diplomatique et même une dimension marketing. C'est la raison pour laquelle un président comme Macron peut s'élever en personne pour aller défendre la candidature de la France pour les JO de 2024. Au Cameroun, le cinéma, il y a des cinéastes, il y a des produits, mais est-ce que ces produits bénéficient du financement de l'État camerounais? Par le passé, nous jeunes, on a quand même regardé Quartier Mozart de Jean-Pierre Bokolo. Tout le monde connaît Sango Malo de Basek L'étoile de Lodi. Mais allez interroger ces gens-là pour savoir d'où venaient les financements. Les financements des films camerounais aujourd'hui viennent de TV5, de Canal+, parfois de la francophonie, de l'Union européenne. Et vous verrez bien que là, si c'est une production qui est financée par la France, par TV5 ou par Canal+, les thématiques évoquées sont bien surveillées. Ah oui, on ne va pas accepter que tu viennes produire un film où par exemple on montre que le colon, les blancs qui viennent en Afrique sont encore un danger pour la Il y a un cahier de charge à respecter. Et c'est pour ça que vous verrez que la plupart des films qui sont produits par ces gens-là sont des films où on a donc le crocodile du Gondwana, où on se moque des dictateurs africains, du Botswana, on se moque des dictateurs africains, même si on sait que ces dictateurs parfois permettent à l'Afrique de vivre mieux que certaines démocraties que promeuvent les Occidentaux. Je pense au Cameroun pour ma part. Il faut qu'on réfléchisse, qu'il y ait une réelle politique culturelle au Cameroun. J'ai eu le débat avec M. Sam Benelo toujours après notre émission, qui me disait qu'il y a une politique culturelle, c'est qu'elle n'est pas implémentée. Mais à quoi ça sert de penser qu'il y a une politique culturelle si elle n'est pas implémentée? Si on se rend compte aujourd'hui que le Cameroun, on a des problèmes parce que sur le plan mondial, on sait que le Cameroun est un pays qui est corrompu. Nos diplômes ne sont très peu acceptés à l'international. Comment faire? Est-ce qu'il y a un plan B qu'on peut mettre en place pour revigorer l'image du Cameroun, pour redorer le blason? On peut choisir le cinéma, on peut choisir le football, mais le cinéma est un secteur porteur. Si l'État camerounais décide de mettre chaque année, disons simplement 10 milliards pour le cinéma camerounais parfait ici. Très bien. Au-delà de ces 10 milliards, qu'on convoque tous les patrons des télévisions camerounaises et qu'on leur dise que désormais au Cameroun, tous les mardis, tout ce qui est diffusé comme film doit être des films camerounais. Regardez ce qui se passe en France. Sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le jeudi ou le mercredi en France. Toutes les chaînes de télévision françaises diffusent des films français, ces jours-là. Allez sur TF1, Canal+, M6, n'importe quelle chaîne, vous trouverez un film français. C'est pour promouvoir le cinéma français qui n'est pas terrible, nous sommes d'accord là-dessus. Après Alain Delon et autres, là, ce n'est pas vraiment ça aujourd'hui. Mais on est obligé, tu zappes, tu vas tomber sur un autre film qui sera toujours français. Mais au Cameroun, on ne va pas dire comme au Tanguigna que le ministre de la Culture est vide comme la vidéo, mais on a quand même l'impression qu'on a du mal à avoir une certaine traçabilité ou une certaine lisibilité en ce qui concerne la promotion du cinéma de notre pays. Merci. Nous allons lire quelques messages avant de passer la parole à Marcello. Ici, on nous dit que cet élève a été moulé et façonné par qui?
Il dit façonné par les tortionnaires. Je pense que c'est ce qu'il voulait relever. Et cet élève a donc été moulé et façonné par les tortures de son capitaine. Vraiment, on n'en sait rien. Autre préoccupation, bonjour, les déclarations du jeune gendarme dans la toile... les déclarations donc du jeune gendarme dans la toile avec le selfie de Ernest Obama. Bon, Martial, je vous passe quand même d'abord la parole. Qui vous font arrêter à l'étude SMS. La tablette. La tablette, j'ai une Dernière génération a un problème. Elle n'était rattrapée par le temps. C'est qu'elle est vieille et qu'elle ne répond plus et parfois n'ose pas le dire à l'antenne. Ernest Obama veut absolument dénigrer ma tablette dernière génération, mais il n'arrivera pas. Martial, au Cameroun, on va quand même dire que sur le plan de l'instruction, sur le plan de l'éducation, le Cameroun a fait un certain nombre d'efforts. Pour être plus clair, du côté de l'université de Yaoundé 1, il existe quand même une filière art et spectacle. À un moment donné au Cameroun, est-ce que ce qui nous dérange aussi, c'est cette confusion des genres? Qui est cinéaste et qui ne l'est pas? Francis posait déjà ce problème tout à l'heure. Le monsieur qui est mal habillé à la télé et qui fait rire les gens, est-ce qu'il est considéré comme un cinéaste? Est-ce que le véritable problème au Cameroun, ce n'est pas d'abord d'aller à l'école du cinéma? Non, notre véritable problème, c'est la problématique, si je peux me permettre cette tautologie, c'est la problématique des spontanés, si je peux l'appeler ainsi. Les spontanés, c'est qui? Ce sont ces personnes-là qui, parce que il a vu Ernest Obama faire un selfie en plein plateau. Les Jourdains. Oui, les Jourdains. Ils pensent tout savoir. Ils voient Ernest Obama faire un selfie, il se dit moi aussi je peux faire un selfie, il prend son téléphone et met là. Il oublie qu'il n'a pas un téléphone Android et qu'il ne peut pas faire un selfie. Ouais, donc quelqu'un qui, parce qu'il a vu Jean-Michel Cancan faire quelque chose, il aussi s'est dit moi aussi je peux me lever et faire rire les Camerounais. Mais à la fin, il est le seul à rire. Parfois, lui-même, il n'arrive pas à rire de ce qu'il est en train de produire. À un certain moment donné, on a eu de la chance que il y a eu un homme dans ce pays, du temps où il gérait l'Office des radios et des télévisions publiques, qui a quand même voulu mettre un peu d'accent sur le développement de la cinématographie au pays. Vous voulez parler du professeur Mendozé. Déviance. Non, pas avec l'émission Déviance. C'est grâce au professeur Gervais Mendozé qu'on a connu un téléfilm comme L'Orphelin. L'Étoile de Noudi. C'est grâce à lui qu'on a connu L'Étoile de Noudi. C'est grâce à lui qu'on a connu Tad Zibi. Il y a beaucoup de productions. Ce sont des productions qui ont été financées par la CRTV. Parce qu'il le fallait. Mais un beau matin, quelqu'un d'autre est arrivé, il a estimé que Mendozé n'a rien compris. Et cette personne a commencé à fermer, à changer les salles de cinéma qu'on avait. On en faisait les supermarchés. Ils sont devenus des églises de réveil. Certains sont devenus des églises de réveil, mais des grands bazars. Et d'autres sont devenus des grands bazars. Or, c'était des endroits à l'époque, quand parfois ici rencontrait Lynn, c'est là-bas que parfois ici invitait Lynn le mercredi à 14h. Quand j'ai rencontré Lynn, toutes les salles de cinéma étaient enfermées. Bon, de toutes les façons, c'est à ces endroits-là que parfois ici. C'est vrai qu'à l'époque, nous, quand on était au lycée, on se vantait. Il y avait le Capitole, il y avait la Dia. On ne disait pas le Capitole, on se vantait à la cour du récré quand on disait que non, j'étais au Capitole de week-end. Il n'y avait pas ça. Vous venez connaître le cinéma d'hier. Vous êtes vraiment jeune. Je peux comprendre. Vous n'avez pas connu la Mofou? Vous n'avez pas connu le Mfundi? Le Febe. Moi, j'ai connu le Capitole ou la Bia. Non, là on va il y avait le Fundi, il y avait le Febe. La salle de cinéma il y avait le cinéma Tchungolo. Le Fundi, c'est là-bas qu'il y a Anaconda, ils vendent les meubles là. Non, là-bas c'était le cinéma Lamofou. Le cinéma Rex. Non, c'était Rex à Douala. Non, c'est Rex qui est devenu Maintenant à Douala, il y avait le cinéma Lofouri. En Fombi, c'est ça qui est devenu le bar qui a la grande salle de jeu là au Carrefour. Chuté Martial. Oui. Donc, en même temps, on croyait que la personne ne s'en était prise que aux salles de cinéma. C'est après que j'ai découvert que l'autre également, même le centre culturel Cameroun, où on faisait des représentations, tout a disparu. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, justement, parfois ici, c'est que nous n'avons pas de politique culturelle dans notre pays. Nous n'avons pas une politique culturelle. Quel est le budget du ministère de la Culture?
C'est pratiquement 4 milliards. Comment fait-on pour bénéficier de 100 millions ou 200 millions sur les 1 milliard du compte d'affectation spéciale que M. Biya donne chaque année au ministère? C'est une histoire de copinage. De coquinage. Non, je ne préfère pas copinage, je préfère coquinage. Ce sont des coquins. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation-là, qui plus est, c'est de plus en plus... Bon, le CNC, c'est celui qu'on va fermer. Hein. Il faut le fermer parce que c'est des structures budgétivores. Donc, pour revenir aux autres... Ah bon? Comment ça? C'est pas là-haut. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est Ernest Obama qui veut que le CNC te frappe. Non. Et on s'est rendu compte également qu'à un moment donné, il y a eu un problème de prix. Parce que lorsque les DVD ont commencé à traverser les frontières et on vendait les lecteurs à 15 000, chacun s'est dit pourquoi aller payer 2 000, 5 000 francs à Abia pour voir un coût double. Conséquence, ceux qui sont les acteurs du cinéma, dès qu'ils sortent de l'université de Yaoundé 1, ici à Ngouaekele, ils se lancent dans autre chose que le cinéma. Ils se jettent dans le journalisme, qui est une profession parallèle. Ils vont dans l'armée, qui est à devenir des bouchers, et ils se retrouvent malheureusement dans des secteurs qui ne maîtrisent pas aux grandes dames du cinéma et de la culture camerounaise qui se meurent. Il y a quelqu'un qui nous envoie un dernier message ici. Il dit, vous savez pourquoi les hauts gradés évitent le plus souvent le terrain? C'est beaucoup plus par peur de règlement de compte avec les hommes de rang en cas d'embuscade, car ils savent comment ils maltraitent ces derniers. Notre but n'est pas de s'aimer un conflit entre les hauts gradés et les hommes de rang, mais nous devons travailler la main dans la main. Retrouvez Sidoine Moncam tout à l'heure dans le cadre du journal de 12h. Jean-Jacques vous donne rendez-vous ce soir à 20h. Kapeski 15h30, 16h journal en anglais, 16h30 Actu Plus. N'oubliez surtout pas Passerelle avec Visley Oye à partir de 18h. Quant à nous, on vous donne rendez-vous rediffusion Club de Lidon à 13h. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain 10h30 heure du Cameroun. Agréable sur des programmes sur Vision 4. Coursé à entamer une sorte de torture, revenge, je ne vais pas appeler ça revenge porn, mais military revenge contre le bonhomme. Il avait 8 camions avec un seau de 10 litres. Tu laves 10 camions avec un seau de 10 litres parfait ici. Gardez ce gars, torture sur torture. Et M. Bonga nous apprend que ce garçon est aujourd'hui au quartier. On l'a finalement déshabillé. Déshabillé. Lorsque vous avez dans ce genre de frustration dans l'armée, qu'est-ce que ça peut causer? Est-ce qu'on a pris la peine de l'écouter? Est-ce qu'on a pris la peine? Le simple fait aujourd'hui pour un jeune homme qui est militaire, qui a suivi une formation, qui est prêt à se battre, à mourir pour le pays, le simple fait d'être à Kousséri, c'est déjà quelque chose, c'est un honneur pour lui d'accepter même. Parce qu'on sait qu'il y a certains qui se battent pour qu'on les affecte en Bankomo, à Yaoundé, à Douala. Dès qu'on dit qu'on t'affecte à Mora, c'est un problème. Mais ces garçons étaient là-bas. Ces nombreuses frustrations, et je ne sais pas dans la mer camerounaise s'il y a au moins une cellule psychologique ou une cellule d'écoute pour écouter le soldat. Parce que si les soldats régulièrement sont victimes de ces frustrations-là, des situations comme celle qu'on a vécues à Kousséri peuvent arriver et se multiplier plus tard. D'accord. Martial voulait intervenir depuis. Martial, vous avez la parole. Oui, je voulais dire une chose. Hein, heureusement que vous êtes revenu là-dessus. Pas justement, je voulais évoquer le cas que M. Bong avait raconté sur ce plateau. Je voulais vous dire, et je voulais également corriger tout à l'heure quand j'ai dit, c'est la deuxième fois, c'était pas en 2002, c'était à l'époque de M. Amadou Aïdjo, je crois. Amadou Aïdjo? Oui, c'était à l'époque de M. Amadou Aïdjo, où un soldat, toujours dans la gendarmerie, a posé un acte pareil. C'est-à-dire, et il subissait toutes les frustrations du monde. On avait arrêté son salaire, sa solde. On lui donnait des gardes, punitions, des punitions. Il ne pouvait pas avancer au niveau des grades. Il n'en pouvait plus. Et puis un soir, pendant que M. Aïdjo, le président, devait visiter, je ne sais pas si c'était l'inauguration du palais, je sais plus. Il y avait une cérémonie où le président Aïdjo devait le faire. Et dans la salle, je crois que c'était dans la salle où les gendarmes dormaient, la garde, ça s'appelait comment à l'époque, la garde républicaine. Dans la salle où ils dormaient, le jeune homme s'est réveillé la nuit. Il a pris les armes de tous ses frères, de tous ses collègues, toutes les armes et tous les chargeurs. Et il s'est assis sur la porte. Il a dit, j'en ai marre. Il a tiré une rafale en l'air, tous ses collègues se sont réveillés. Quand ils se sont réveillés, il a commencé à les abattre un à un.
Les autres sont calmés, ils sont rendus les mains en l'air. Il avait tout un stock de chargés, ainsi de suite, ainsi de suite. À une certaine heure, parce que c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire-là hier, à une certaine heure, le gars a demandé qu'on lui apporte à manger. On lui a amené à manger. Et celui qui est venu lui à manger, avant qu'il ne retourne pour le parti, il l'a abattu. Il a dit, je sais que ça n'est terminé pour moi, mais au moins ça servira de leçon dans ce pays. Non. On peut aujourd'hui poser, parce que quand je disais qu'il ne veut pas parler de l'affaire du Bir, du naufrage de tout un bateau, parce que c'est des choses de Dieu. Mais là, pour ce qui s'agit de Kousséry, il ne s'agit pas d'une histoire de Dieu, il s'agit d'une histoire d'homme. Quand on est sur un terrain de guerre, monsieur ici, première chose, vous subissez déjà une certaine pression psychologique. Et qui plus est, lorsque vous allez vers votre hiérarchie pour lui soumettre un problème, votre hiérarchie vous répond avec le pistolet qu'on a acheté avec l'argent de Martial Owenda. J'étais très surpris, de Martial Owenda. puisqu'on a appris que c'est le capitaine qui a d'abord pris son revolver en intimant l'ordre de sortir de son bureau. Je dis bien, vous avez un élément. On peut en vouloir à ce garçon aujourd'hui. Mais je voulais poser une question à nous tous, à notre Personne ne peut m'encourager son acte. Peut-on seulement inverser les rôles et se dire que c'est ce jeune rien, ce Nyamangolo, ce jeune débutant, il était encore élève gendarme, qui était à la place de son chef et qu'il faisait cela à son chef au nom d'un certain poste de pouvoir. Et c'est pour cela qu'il faut reconvoquer ce que M. Thiro m'a dit souvent. Ce que vous faites à quelqu'un quand vous êtes en position de force, un autre vous le fera quand vous serez en position de faiblesse. On peut s'interroger sur l'acte, la préméditation. Parce que l'acte est prémédité, parce qu'au-delà de 3 pas, nous nous renseignons les uns les autres. Ça veut dire qu'on a déjà pensé son acte. Mais c'était un geste simultané, on ne lui en voudrait pas. On peut lui en vouloir parce que il a pris ses 2 pieds, il allait jusqu'à la salle de garde, il allait prendre une AK. Fait tel que présenté par le gouvernement à travers ces communiqués qui a été signé du ministre de la Défense, M. Betty Assomo. C'est un accident. Les enquêtes pourront peut-être déterminer les causes de l'accident et on en saura un peu plus. Si l'accident en question a été, on peut avoir des éléments d'un meurtre ou d'un assassinat ou bien d'une tentative de sabotage, on en saura un peu plus après les enquêtes. Mais pour ce qui est de Kousséry, il y a 2 versions qui se chevauchent. La première, celle qui a d'abord été, qui a arrosé la toile, la toile était même complètement noyée, c'est celle relative à un crime passionnel, parce qu'on nous disait que le jeune homme en question avait découvert que son commandant allait avec sa petite amie. Mais la deuxième version qui est plus présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux parle plutôt d'une sorte de ras-le-bol de ce jeune homme qui s'est rendu compte que toutes les faveurs qu'il demandait à son patron ne lui accordait pas. Et en plus, son patron n'avait pas digéré le fait qu'il soit allé voir un supérieur hiérarchique pour un problème qu'il lui avait, notamment pour une demande qu'il a refusée à ces jeunes hommes-là. Et puis, il a chassé selon ce qui est relayé sur les réseaux sociaux avec son âme. Vous savez, quand l'être humain est poussé à son dernier retranchement, c'est-à-dire qu'il y a des frustrations, il a parlé de la garde également. 30 jours de garde. 30 jours de garde, en dehors du fait qu'il n'avait même pas de moyens pour aller se faire soigner parce que, semble-t-il, il était malade. Je préfère ne pas indiquer la maladie en question parce qu'elle également, certains dans les réseaux sociaux parlent de cette maladie, de quoi il est malade puisqu'il n'est pas encore mort. Et quand on regarde le physique et même l'état civil de ce jeune homme, et qu'on se rend, si c'est vraiment vrai que c'est de cette maladie dont il souffre, autant pour moi, on peut comprendre son degré de frustration, parce qu'on ne peut pas être autant paré par autant d'atouts sur le plan naturel et ne pas pouvoir en jouir sensuellement. Ça devient un réel problème. Donc, on ne peut qu'attendre les résultats officiels. On espère que, autant il a été assez rapide pour le cas
Dubir, que le ministre de la Défense, pourquoi pas le responsable de l'armée camerounaise, ceux en charge de la communication, qui nous diront réellement ce qui s'est passé à Kousseri. Mais nous sommes de tout cœur avec les familles qui sont endeuillées. Nous sommes de tout cœur. Le commandant qui a été tué, peut-être qu'il voulait simplement appliquer la rigueur militaire pour forger le mental de ce soldat qui lui a arraché sa vie. Peut-être que le soldat aussi est l'oral, le bol de certains subalternes qui subissent au quotidien les frustrations de leurs supérieurs hiérarchiques dans l'armée camerounaise. L'enquête seule, officielle, nous dira ce qui s'est réellement passé. L'enquête seule nous dira réellement ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai quand même vu une des gendarmettes qui a été froidement abattue. Et j'ai dit quelle perte. Parce que Dieu avait vraiment été généreux à son endroit. Donc, quand parfait ici, regarde les corps, au lieu de pleurer, il cherche la générosité de Dieu. Ernest, voilà pourquoi j'ai encore plus pleuré quand j'ai vu cette dame étalée au sol. Parce que sur Facebook, certains font un travail. Attends, Martial, certains font un travail formidable. On nous a présenté la photo où elle était en camouflage, en tenue. Oui. Non, couchée déjà, abattue, en tenue. Oui. Maintenant, on a posté une autre photo où un portrait elle était habillé en civil et tout. Mais c'est une gendarmette très jolie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, quelle perte. Pourquoi ce gendarme a fait cela? Entre-temps également, lorsqu'on vous dit qu'on abat tout un capitaine dans notre armée, c'est suffisamment grave. Le capitaine Ondoa, il y a également eu d'autres qui ont été abattus. En fait, Ernest Obama, si j'étais panéliste, je poserais 2 grilles d'analyse ce matin. Ah oui, donc d'abord, vous pouvez vous déplacer panéliste. Mais moi, si vous permettez, moi, ce qui me heurte dans cette histoire, c'est la froideur, le courage de ces jeunes hommes et qui relate. Il n'a que 23 ans. Qui relate lui-même des faits comme c'était une histoire ordinaire où on allait dans une cuisine, on a pris un morceau de poisson, on est ressorti. Il dit, je suis parti, je suis allé dans la salle de garde, j'ai pris une arme. Avec 6 chargeurs. En mode rafale, j'ai tiré, je suis allé derrière, j'ai tiré, j'ai poursuivi un de mes collègues qui a dit, pardon, je me marie en novembre. Lui-même, il relate tout cela. Et dans tout ça, il n'y a même pas eu un moment d'humanité dans son esprit. Parce que quand on tire sur quelqu'un et qu'on voit les jets de sang, on peut quand même être heurté et s'arrêter. Il continue, il poursuit. Mais le plus important, c'est qu'après avoir tué 4 personnes, je crois que c'est 4 si je ne me trompe pas, 4 personnes, dans ce brouillard sanguinaire, on peut être emporté et essayer de donner la mort par peur de représailles. Mais lui, il reste lucide, il se livre même comme si de rien n'était. Et quand on écoute le témoignage qui a été fait, je rapporte que c'était je suppose que c'était un procès verbal d'audition. Mais le bonhomme, il a tous ses sens. Ce monsieur est normal. Et tout laisse croire que ce acte a été prémédité. Mais comment on fait? Parce que nous aussi, il peut arriver que tu aies une bagarre avec un ami et qu'un seul coup de poing, quand tu vois le sang, tu t'arrêtes et tues une personne, une deuxième, une troisième. Bon, peut-être qu'on nous dira que la formation militaire permet qu'on ait un moral dur de faire, de sorte que même si on voit le sang, ça ne vous dit absolument rien. Mais disons que ces gars, j'ai l'impression qu'il est dénué de tout humanisme. C'est-à-dire que en arriver là, à tuer des gens comme ça, et rester froid soi-même, il n'a coulé aucune. Je ne sais même pas s'il a pleuré après. Moi, je pense que logiquement, je demanderais si ce monsieur est traduit au tribunal militaire. Il sera traduit. Que les audiences de ce monsieur soient diffusées même en direct. Il sera traduit. Parce que ça, je ne comprends pas. On n'arrive pas à expliquer ce qui se passe dans sa tête. Je voulais dire qu'en réalité, les commentaires que nous allons poser, comme nous n'avons pas encore les résultats d'enquête, tout ce que nous faisons là, ce sont des commentaires. Première chose, il faut comprendre comment on entre maintenant dans l'armée camerounaise. Je pense que c'est un problème fondamental.
qui entre dans l'armée camerounaise? Ernest Obama, venant des familles, vous allez vous en rendre compte que lorsqu'un enfant est turbulent, il ne peut plus aller à l'école, comme je dis là, l'école a dépassé, c'est un bandit, il vole dans les maisons voisines du quartier, c'est lui. On dit non, vraiment, il faut le mettre dans l'armée, Donc, ce sont les résidus que l'on envoie dans l'armée, des récalcitrants. Et j'ai la faiblesse de croire que si vous aviez été braqueur lorsque vous étiez dans la vie civile, je ne sais pas si c'est au sein de l'armée que vous allez changer. J'ai même l'impression que ce serait plus dangereux parce qu'au moins vous pouvez apporter une arme sans plus avoir peur. Et maintenant, on ne sait pas ce que vous pouvez faire avec cette arme. Ça, c'est pour moi le premier point de vue. Le deuxième point de vue, et je serais d'accord quelque part avec Ernest Obama, reconnaissons que par moments, certains chefs dans notre armée exagèrent. Il faut le dire. Lorsque vous êtes lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant, colonel, général, vous prenez les subalternes comme étant des papiers hygiéniques après usage. À un moment donné également, le ras-le-bol peut passer par là. C'est-à-dire, le subalterne se dit que vraiment, moi je n'ai vraiment plus rien à gagner. Mieux j'ai fini avec ce monsieur, j'en ai marre. Et il faut voir certains regradés, ils torturent les femmes de leurs subalternes, il faut le dire. Et le subalterne n'a pas le droit de broncher, parce qu'on va te dire honneur et fidélité. Comme c'est honneur et fidélité dans l'armée, c'est résumé, c'est que tu peux aller avec ma femme, tu peux aller avec ceci, et moi je ne peux pas parler. Donc, certains chefs dans notre armée doivent également essayer de comprendre qu'il faut faire très attention. Honneur et fidélité ne veut pas dire torture, humiliation, esclavage. Mais parfait, peut-être que Marcel va m'excuser de reprendre la parole avant lui, mais ce que vous dites est pertinent et c'est vérifiable. Vous verrez dans les familles, on vous dit que non, le gars n'est pas bon à l'école, on attend juste qu'il ait le BPC pour qu'on lui trouve une place dans l'armée. Ah oui. Et le terme a été très bien choisi. C'est vrai qu'il y a certains qui y vont par vocation, qui aiment l'armée, qui entrent à l'émia parce qu'ils aiment. Mais là, pour la majorité, on a quand même l'impression que certains y vont parce qu'ils n'ont rien trouvé ailleurs. C'est comme les bonbons pasteurs. Mais au-delà, il y a un autre aspect qui me semble assez grave dans cette histoire-là. Souvenez-vous, il y a 6 mois ou bien 1 an, M. Bonga avait reçu ici un jeune soldat, je crois qu'il était du billet. Il avait narré cette histoire ici. On l'a déshabillé finalement. Hein. On l'a finalement déshabillé. Pourquoi ce garçon est au quartier? Il est au quartier simplement parce que son supérieur hiérarchique l'a envoyé au village avec son épouse. Son épouse lui a fait des avances. Et le garçon a estimé que je ne peux pas aller avec la femme de mon patron. Et comme ça se passe souvent, la femme s'est retournée pour être la première à accuser le jeune homme que le jeune homme lui a fait des avances. Et le patron... Les gens gagnent des marchés et c'est lui qui attribue. Mais on vous dit que lui-même ne sait jamais attribuer un carton depuis qu'il est là, depuis près de 21 ans. Donc c'est un monsieur que je voudrais présenter comme un monsieur incorruptible. Mais maintenant... Vous le soupçonnez? Je ne le soupçonne mais pas. Mais votre problème, c'est à quel niveau? Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'il est devenu si ambigu dans ses réactions. Le professeur Kouvondo, c'est celui-là même qui, quand il va à une réunion à Zurich, quand il revient, il vous fait le compte rendu minute by minute, accompagné des sentences de tout ce que vous imaginez. Alors, qu'il nous dise qu'il était à Conakry, mais qu'il ne nous dira pas ce qui se dit dans la salle. Moi, je trouve ça... Puisque les autres ont refusé d'aller à Conakry. Oui, les autres ont refusé pour de bonnes raisons. Lui, il y est allé. Vous avez pratiqué la politique de la chaise vide. Lui, il y est allé, l'a-t-il dit lui-même, pour de bonnes raisons. Il pense qu'il faut aller quand on vous invite, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'accepter l'objet de l'invitation ou alors de corroborer les propos de l'objet de l'invitation. Donc moi, je suis quand même un peu surpris par ce mutisme du professeur Kouvondo sur la question de Conakry. J'espère qu'il a de bonnes raisons et que d'ici 1, 2, 3, 4 semaines, on aura toute la vérité sur cette affaire. Nous espérons tous. Ernest Obama est également en poste. Bonjour Ernest. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour Francis Bonga. Toutes mes excuses pour le petit retard, je ne me sens pas très bien. Les téléspectateurs ne savaient pas que tu étais en retard. Hein? C'est pour vous que je m'excuse. Auprès de vous, autant pour moi. Non seulement je ne me sens pas bien, mais on est un tout petit peu bousculé. Je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchés par des cas de décès ce week-end. On pense notamment à ce vendredi noir de Koussiri qui a emporté plusieurs vies. On pense également à cet accident
ce qui est présenté officiellement comme un accident, donc des éléments du bataillon d'intervention rapide qui sont donc noyés du côté de Djiboundja. Et nous sommes de tout cœur avec l'armée camerounaise et on espère qu'elle sera toujours forte comme par le passé. Marcel Ouna, nous marquons d'abord un tout petit arrêt sur ces événements entre guillemets qui accablent le Cameroun depuis un certain temps. Nous avons connu le décès jusque-là trouble de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Au moment où nous parlions encore de ce décès, on a connu ce gendarme qui a perdu la maîtrise et a criblé de balles ses camarades, y compris son chef, tout un chef d'escadron, en la personne du capitaine Ondoa, du côté de Kousséri, 4 morts sur le champ. Au moment où nous parlions encore, c'est le Bir qui s'invite à cette folle actualité avec tout un bateau qui a chaviré dans les eaux camerounaises avec pratiquement 27 personnes jusque-là portées disparues. On parle de tout un colonel également porté disparu qui était dans ce bateau, le colonel Moussa, commandant en second de l'unité Delta à Bakassi pour ce qui est du Bir. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Les anglophones ont l'habitude de dire, ils ont une pensée, mes frères anglophones, ils ont l'habitude de dire never put a mark where God has put a period. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous interrogez pas sur le temps et les choix de Dieu. Donc c'est le temps et le choix de Dieu. Quand Dieu décide de vous enlever votre fils, qu'est-ce que vous allez faire? Si Dieu décide que cela arrive au Cameroun. Mettez cela sur le coup de la divinité. Non, c'est la divine volonté. Hein, donc je préfère ne pas trop vouloir parler de ça. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses et pourquoi il choisit tel moment pour le faire. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce qui s'est passé du côté de Kousséri, c'est pas la première fois au Cameroun. Il me semble que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était exactement en 2002, dans des circonstances pareilles. Ernest Obama, vous mettez également cela sur le coup de la divinité? Bon, écoutez, pour le moment, la version officielle parle d'un accident parfait ici et on doit avoir un peu de mesure et se contenter de cette version officielle-là, puisque pour le moment, Vision 4 n'a pas encore envoyé d'éléments sur le terrain, à moins que vous ne l'ayez fait à mon insu, qui pourrait nous donner une version autre. Il y a des spéculations autour, certains qui estiment que ce n'est pas un accident, que ça peut être considéré comme un acte de sabotage. Pour le moment, les faits du bateau du Bir. Tout à fait. Nous sommes lundi 17 juillet 2017 au Cameroun. C'est pratiquement la même date au niveau du monde entier. Le programme, c'est Tour d'Horizon, une émission des dinosaures de l'information. C'est la première production de cette semaine. Ils seront encore là ce matin pour commenter, pour analyser, pour décrypter. Ils sont en poste, ces dinosaures de l'information, qui parleront de cette actualité, d'une actualité au Cameroun, mais également de plusieurs autres à l'échelle internationale. De lundi à lundi, Vision 4 émet à partir de Yaoundé. On dira particulièrement bonjour ce matin à l'équipe Vision 4 RCA, République centrafricaine, qui s'apprête à vivre un grand moment en fin de semaine du côté de Bangui. Nous sommes de tout cœur avec ses collègues à partir de Bangui. Les informations que nous avons en notre possession font état de ce que Vision 4 Bangui émet désormais 5 sur 5 et arrose tout le territoire centrafricain. Bravo au président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga. Marcel Ouna, bonjour.
Bonjour Parfait, ici bonjour à Francis Bonga et bonjour également à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder donc ce matin. Je voudrais à votre suite donc dire également bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Bangui, la capitale centrafricaine, dire bonjour à ceux qui nous regardent depuis le Congo-Brazzaville et pourquoi pas avoir une pensée pour une dame qui nous regarde depuis Paris, pas une dame mais plutôt deux dames qui nous regardent toutes les deux depuis Paris. Il s'agit de Florence Amayeni Noni-Ida et puis bien sûr Valérie Ntida qui nous regarde justement ce matin. Bonjour à vous du côté de Paris. Bien des choses donc à Florence Amayeni, c'était à l'époque le directeur général adjoint du groupe L'Anecdote. Elle se retrouve en ce moment de l'autre côté. On dira naturellement aussi bonjour à Val-des-Val, Valérie Ntida, du côté de Paris pour le bureau Vision 4 en direct de la capitale française. Francis Bonga est en poste. Francis, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour également à Ernest Obama, j'espère qu'il va nous rejoindre dans un instant. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique, Parfait, à tous nos parents, ceux notamment avec qui nous avons passé le week-end, parce qu'il faut le dire, nous avons été en famille tout ce week-end. Je voudrais donc saluer la grande élite du canton Bembe et Lumbe. C'est dans l'arrondissement de Bout-Macaque. Je les ai revus ce week-end et c'est toujours avec un plaisir. Ils étaient nombreux. Le commissaire Konagouet, le commissaire Bibé Maï, Pierre Nouga, ils étaient nombreux comme ça, qui étaient à ce mariage de ma sœur qui a convolé en juste noces. Je voudrais également parfois ici saluer un patriarche. Son nom c'est Ngwemlissom, dont le fils est désormais notre beau-fils. Et donc je voudrais dire un bonjour sympathique à tout ce beau monde ce matin. Je voudrais également ce matin parfois ici, pas m'indigner, mais être un tout petit peu surpris par les réactions de quelqu'un pour qui j'ai jusqu'ici beaucoup de respect. Vous vous en doutez bien qu'il s'agit d'un professeur. C'était un brillant invité hier sur le club d'élite. Le prof Kouvondor, je ne le connaissais pas comme ça. Je ne savais pas qu'il pouvait garder par devers lui ce qu'il est convenu d'appeler des secrets. Oui, parce qu'il était à la réunion de Conakry. Pour une fois, le prof Kouvondor, je l'ai écouté d'hier, qui ne dira à personne ce qui s'est passé dans la salle. On ne le connaissait pas comme ça. J'ai été très surpris. J'ai regardé l'émission, j'ai dit, mais attends. Vous faire comprendre que beaucoup ont rejoint Tombi à Rocco. Je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Lorsque je vous posais la question la semaine dernière concernant Bel-Joseph Antoine Bell, Bel-Joseph, comment on appelle Joseph Antoine Bell, voilà. Vous-même, vous étiez en train de tourner. Oui, jusqu'à présent, je ne suis pas en train de... Jusqu'à présent, je n'accuse pas forcément le professeur Koumbondo. Je voudrais vous dire qu'à l'université de Ngaoundéré, non seulement les professeurs, mais il semblerait qu'ils soient également chef de la cellule informatique, chef service informatique. Et que là-bas, dans son service,